Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le Média 24/7, à laquelle nous vous invitons à vous abonner. Une proposition un peu plus info chaude que la chaîne, le Média TV, avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale qui revient tous les matins, du lundi au vendredi à 8h sur notre chaîne, le Média 24/7, mais également le journal des luttes sur la même chaîne, du lundi au vendredi à 13h. Vous êtes bien sur Les Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire sur le média, porté par Niels Wilke, grâce à son carnet d'adresses long comme un jour sans pain et à sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords. Niels nous permet d'apparenter chaque semaine les dédales de la politique intérieure française. Cette émission existe grâce à vous, notre communauté engagée. Si vous souhaitez nous aider à continuer, vous pouvez nous soutenir en souscrivant un abonnement ou en faisant un don mensualisé sur lemediatv.fr/soutien. Votre engagement fait la différence, alors n'hésitez plus, passez à l'action. Au sommaire, Emmanuel Macron, Cyril Hanouna, la drôle de guerre. Au lendemain de la révélation par Mediapart d'une enquête explosive sur les pratiques ultra-violentes de la machine Hanouna, voici que Paris Match publie des photos chocs dévoilant une idylle gênante, celle qu'entretiendrait l'animateur et producteur controversé qui rêve peut-être de reconversion politique et Tiffaine Auzière, la belle-fille du président de la République. C'est quoi cette histoire? Et pourquoi derrière la mise en scène d'une love story atypique, peut-on lire quelque chose de plus conflictuel entre l'Élysée et l'homme de télé? Niels décode tout ça pour nous. Nous parlerons également de François Bayrou et de sa nouvelle obsession, les femmes voilées. Et si tout cela était un contre-feu pour se sortir de l'affaire de Bétara, mais s'il était tout simplement incapable de confronter les factions les plus droitières de son gouvernement. Et enfin, l'humiliation de Bruno Retailleau à l'Assemblée nationale. La nuit dernière, non seulement le système de vote du Palais Bourbon est tombé en panne, mais en plus, les députés ont rejeté un amendement très controversé contre la levée de la confidentialité sur les messageries cryptées. Salut Niels. Salut Théo, salut à tous. Alors, la belle-fille d'Emmanuel Macron en couple avec Cyril Hanouna, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, hein, c'est le scoop entre guillemets publié par Paris Match qui fait parler le tout Paris et au-delà cette semaine. Je vous lis un petit extrait de l'exclusivité du magazine. Tiffaine, la frêle blonde, s'assume volontiers sauvageonne, amoureuse de la nature et attachée au calme de sa bourgade de la Côte d'Opale, nichée entre les champs de betteraves et de blé. Lui est un enfant des Lilas en Seine-Saint-Denis, petit gars de la ville jusqu'au bout de ses tatouages. Sur le plan politique aussi, c'est l'alliance des contraires. L'attirance des contraires ferait-elle d'eux le couple le plus surprenant du PAF? Il arrive que l'harmonie joue parfois en mode mineur pour mieux atteindre l'accord parfait, et les âmes se rejoignent sur des rêves, une estime des expériences partagées. Non mais Niels, on va nous fusiller dans les commentaires en se disant mais c'est quoi ce cirque? Nous ne sommes pas en train de regarder une émission People, mais c'est tout comme Oui, on n'est pas passé sur Énergie 12 ou dans Ici Paris, non, mais et puis je te sens de toute façon peu réceptif à cette prose sirupeuse de Paris Match. Bon, tout l'article est quand même sur ce ton, hein, donc c'est assez ridicule, surtout qu'en guise de preuve d'une romance entre guillemets entre les deux tourtereaux, on a des photos volées, les voyant manger une pizza dans un resto à Paris. On a vu quand même plus visuel comme preuve dans l'histoire de la presse People. Bizarrement, l'article est signé sous pseudonyme et en interne, d'après mes sources, les journalistes sont pas hyper fiers et ils voient surtout là-dedans une manière de remonter des ventes en berne dans une rédaction très affaiblie. Il y avait eu notamment le rachat à Lagardère par Bolloré de l'hebdomadaire et puis ensuite ils ont été rachetés par Bernard Arnault, hein. Bolloré a dû les revendre. Donc voilà, c'est une rédaction quand même qui est assez affaiblie, assez essorée. Et les ventes s'en ressentent. Alors, si je vous en parle, évidemment, c'est pas pour vous inciter et pour inciter nos abonnés à acheter Paris Match. Il y a des choses beaucoup plus urgentes, comme nous soutenir, par exemple, comme tu l'as rappelé en début d'émission. Non, c'est parce que derrière, il y a une opération de communication et évidemment une autre visée plus politique. Alors d'abord, tu l'as rappelé dans l'introduction, c'est une enquête, entre guillemets, qui sort au lendemain de révélations très explosives de Mediapart, hein, sur les violences commises par Cyril Hanouna contre ses chroniqueurs notamment. Et le média d'investigation, nos confrères de Mediapart, révèle notamment le passage à tabac d'un ancien manager
de l'humoriste Malik Bentala. Et l'agresseur serait Jean-Rachid Kalouche, producteur de musique et ami de Cyril Hanouna, avec des hommes de main dans les loges de l'émission en octobre 2019. Et il y a aussi de nombreuses violences verbales et des humiliations infligées par Cyril Hanouna à certains de ses chroniqueurs réguliers. Regardez. Arrête de dire qu'on peut rien dire. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te l'ai dit 2 fois. Je ne dirai pas 3 fois. On a la même embrouille dans la rue, je te mensonge. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Voilà, alors évidemment, c'est très curieux, mais Paris Match ne parle pas de ces révélations de Mediapart et n'évoque pas non plus les 36 sanctions, on le rappelle, de Cyril Hanouna infligées par l'Arcom, ainsi qu'une belle condamnation en correctionnel au début de l'année pour avoir insulté le député LFI Louis Boyard. Alors, tu parlais d'un ressort politique à cette affaire également. Oui, alors le magazine euphémise en écrivant que l'Élysée aurait accueilli cette histoire avec stupéfaction. C'est une version qui est évidemment très édulcorée de l'histoire. En fait, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'ils sont absolument furieux. Et c'est notamment ce que m'a confié Jean-Bernard Gaillot-Renucci, qui est conseiller politique et qui est un grand connaisseur de la Macronie, qu'on a déjà croisé plusieurs fois dans cette émission. Et loin d'avoir donné évidemment leur onction à l'apparition de ce scoop qui les concerne quand même, le couple des Macron aurait été mis devant le fait accompli. Ça, c'est mes informations. Et à aucun moment, ni Brigitte Macron, ni son époux, évidemment, n'auraient donné leur accord au préalable. Alors, il y a pire quand même, parce que l'article revient de façon très insidieuse sur Emmanuel Macron, en faisant un parallèle entre la relation de sa belle-fille, donc Tiffany Ozière, dont on parle, avec Cyril Hanouna, et la liaison qu'il a eue, lui, Emmanuel Macron, avec sa femme Brigitte à l'époque. Match le qualifie d'étudiant, alors, voilà, donc on a presque l'impression qu'il a 18, 19, 20 ans. On rappelle quand même qu'Emmanuel Macron était au collège quand il a rencontré Brigitte Macron, qu'il avait autour de 14-15 ans. On n'est pas tout à fait, disons, dans le même registre. Et puis, j'ai quand même ouvert mon carnet de contacts pour tenter de savoir ce qu'en pensait Brigitte Macron, notamment. Et elle aurait déclaré « Ma fille est aussi transgressive que moi », je cite, c'est ce que m'a dit l'une des proches de l'épouse du président que j'ai sollicité pour cet article et pour Raf Investigation, puisqu'on a sorti le sujet aussi sur le site. Et puis, on rappelle surtout que c'est un vrai changement de pied pour Paris Match, puisqu'avant, c'était quand même la gazette présidentielle des Macron. Regardez, c'est une dithyrambique à l'écran. C'est un peu Martine, tu vois, c'est le principe des Martines. Martine en voyage, Martine en vacances, Martine à la ferme. Là, c'était les Macron à Brégançon, les Macron aux États-Unis, toutes les photos de leur voyage, les Macron vers la victoire, etc., etc. Alors, politiquement, c'est le signe d'une attaque contre le président de la République, et c'est ce que m'ont confirmé des spécialistes de la communication politique qui sont experts sur ces sujets à Paris et en France en général. Et notamment l'un d'entre eux qui m'a dit que c'était clairement une réplique du clan Cyril Hanouna à un supposé manque de soutien d'Emmanuel Macron au moment du non-renouvellement des C8 par l'Arcom. Et l'animateur avait déjà dit, et c'était été très remonté contre Emmanuel Macron, regardez, le 3 mars dernier, c'était évidemment sur une chaîne Bolloré sur CNews. Ce qu'on appelle les sages de l'Arcom, donc par le biais de Roch Olivinès, Roch Olivinès a appelé Emmanuel Macron, il lui a dit « Je vais enlever C8 ». Donc, où Emmanuel Macron, ça c'est à minima, où Emmanuel Macron lui dit « Bon, si c'est ta décision, il n'y a pas de problème ». Ou bien, il le savait déjà, ils s'en étaient déjà parlé, et il lui avait dit « Voilà, C8, à mon avis, il va falloir faire quelque chose ». Bon, mais pourquoi C8 ? Pardonnez-moi, à la limite, c'est News, oui, qui est une chaîne d'information. Bien sûr. Je peux imaginer dans la tête d'Emmanuel Macron qu'il veuille arrêter CNews, parce qu'on est souvent... C'est plus compliqué d'arrêter CNews. Voilà, donc un vrai changement de ton. On rappelle qu'Emmanuel Macron et Cyril Hanouna étaient super poteaux auparavant. Lors de l'élection présidentielle en 2017, l'animateur de C8 préparait déjà ses relations avec le pouvoir pour les 5 prochaines années. Regardez. Emmanuel Macron est avec nous. Merci Emmanuel Macron. Vous allez bien ? Très bien. Ça s'est bien passé sur TF1 ? Alors, ça s'est bien passé, vous ne m'avez pas regardé ? J'ai pas pu, j'étais en direct en face.
On m'avait dit que vous aviez mis toute l'émission sur le débat que j'étais en train de faire sur TF1. J'avais un petit écran, je ne vous le cache pas. Évidemment, on ne rappelle plus les nombreux passages de ministres macronistes qui se pressaient chez Cyril Hanouna, dont Marlène Schiappa, notamment, grande amie de l'animateur, malgré toutes ses casseroles. Alors, question subsidiaire, on va dire, Tiffaine Auzière se prêterait-elle à une sorte d'opération de déstabilisation de son beau-père et de sa mère? C'est assez curieux. C'est quand même... alors, évidemment, non. On peut penser que ce n'est pas le cas. Alors, quand Brigitte Macron dit « ma fille est aussi transgressive que moi », on peut penser qu'elle assume une relation avec l'animateur ou tout du moins une romance, comme en parle Paris Match. Et donc, voilà. Alors après, est-ce qu'elle était au courant ou pas de la paparazzade? Ça, c'est quand même la grande question. Il se dit que ce serait une commande de Mimi Marchand, donc la célèbre papesse de la presse People, qui a rendu service au couple Macron par le passé, puisqu'elle communiquait à Brigitte Macron lors notamment de ses séjours en prison, puisqu'elle a fait plusieurs fois de la prison. On a contacté évidemment Mimi Marchand pour offre investigation dans le cadre de notre enquête. Elle nous a répondu qu'elle n'avait rien à voir avec cette couverture et qu'elle la découvrait autant que nous. Alors, comme dit toujours une amie grand reporter, un démenti n'est pas une preuve. Alors, François Bayrou, Nils s'est trouvé un nouveau sujet de préoccupation majeure, le voile, dans les compétitions sportives. Promis, juré, François Bayrou allait s'occuper des vrais problèmes des Français à son arrivée à Matignon. Il le répétait encore le 16 mars cette semaine. Écoutons-le sur France Info. Ma méthode, quelle est-elle? Elle est de poser les vrais problèmes fondamentaux, de les poser avec les Français eux-mêmes. Pour moi, les petits comptent autant que les grands. Les provinciaux comptent autant que le cercle du pouvoir intra-parisien. Je pense à ceux, je connais, j'en viens, à ceux qui sont loin, à ceux qui n'ont pas d'argent, à ceux qui n'ont pas de relations. Et c'est ceux-là qui sont les vrais décideurs. C'est à ceux-là que je m'adresse et je prends le temps nécessaire. Vous avez dit 100 jours. Il n'y a que 90 jours que nous sommes là. C'est déjà pas mal d'en être à ce point au moment où le monde bascule, en effet. Voilà, d'où une réunion organisée en urgence mardi par Matignon. Alors, le Premier ministre recevait ses ministres, dont les plus importants, on rappelle Elisabeth Borne, qui est numéro 2 du gouvernement, mais aussi Darmanin, ministre de la Justice, Retailleau, qu'on ne présente plus, notre ministre de l'Intérieur, malheureusement, et des ministres un peu moins importants, comme Marie Barzac au sport et Aurore Berger à l'égalité femmes-hommes. Pourquoi une telle agitation, vas-tu me demander? Le réchauffement climatique, peut-être? Bien sûr, ou alors la menace russe agitée par Emmanuel Macron. Peut-être des conditions de vie des étudiants les plus précaires qui ne s'améliorent pas depuis le Covid. Le scandale des violences dans les établissements du privé comme Betara, mais pas du tout, on se trompe. Voilà de quoi il s'agissait. Des ministres qui s'écharpent sur le port du voile dans le sport. Vous avez estimé que les règlements intérieurs imposés par les fédérations sportives étaient suffisants pour proscrire les signes religieux. Est-ce que pour vous, c'est un signal important que le voile islamique soit interdit dans le sport? Le voile, c'est un étendard. Le voile, c'est la soumission de la femme par rapport aux hommes. Le voile. Voilà, donc tout ce battage médiatique pour nous parler du voile. Plusieurs fédérations sportives ont déjà banni le port des tenues religieuses de leurs compétitions. Ils l'indiquent dans leur règlement intérieur. C'est le cas, par exemple, pour le foot. Mais ce n'est en rien une obligation légale, on le rappelle. Et d'ailleurs, ces dispositions, ces interdictions vont à l'encontre du droit international et sont discriminantes pour de nombreuses femmes musulmanes. C'est ce que épingle un rapport d'Amnesty International qui avait été publié avant les JO de Paris l'année dernière. En fait, toute cette histoire est partie de l'audition de la ministre des Sports, Marie Barzac, le 12 mars à l'Assemblée. Elle était interrogée sur ce sujet du voile dans les compétitions sportives, sur les terrains sportifs, par le député LFI Ali Diouara. Et voici ce qu'elle lui répond. La laïcité ne se résume pas au fait de porter ou non le voile. La laïcité et le port du voile, ce n'est pas de l'entrisme. Et l'entrisme ne se résume pas non plus au port du voile. Donc ces sujets sont compliqués parce que quand on met les sujets sur la
table, je vous assure qu'il y a beaucoup de pragmatisme et il y a beaucoup de réponses très simples à apporter. Les sujets de radicalisation dans le sport sont un autre sujet que le sujet du port du voile et d'un signe religieux dans le sport. Donc moi, je souhaite vraiment et très fermement faire la différence entre ces deux enjeux. C'est évidemment tolérance zéro pour tous les actes d'entrisme dans le sport, mais attention aux amalgames, il ne faut pas tout mélanger. Et alors Nils, cette réunion absolument vitale pour le pays, gros guillemets, comment s'est-elle déroulée ? Oui, alors Matignon, on a fait des tonnes sur le sujet, c'était très tendu, voilà, il y a du sang qui a coulé sur les murs, hein, c'est ce qu'ont confié les conseillers à la presse et c'est ce que m'a confié aussi un soutien de François Bayrou après cette fameuse réunion. Et puis le suspense était monté d'un cran parce que juste avant l'organisation de cette réunion à Matignon, Darmanin avait mis sa participation, je cite, au gouvernement Bayrou dans la balance. On ne peut pas rester dans un gouvernement qui cède sur ces questions-là, c'est ce qu'il avait déclaré aux Parisiens au sujet du voile dans le sport. On rappelle quand même qu'on parle d'une disposition qui est totalement discriminante contre les femmes musulmanes. Bon, Darmanin en fait un sujet de crise gouvernementale. Et donc Bayrou a profité de cette réunion au sommet sur cette question gravissime pour faire la leçon à ses ministres. La solidarité gouvernementale doit être préservée. Si l'un d'entre vous a un problème, il peut démissionner. C'est ce qu'a lancé le Premier ministre à ses ministres, et notamment à Darmanin, qui a menacé de démissionner. Et puis, le Premier ministre n'avait pas du tout apprécié son interview sur TF1 la veille, où il avait enfoncé ses collègues Elisabeth Borne et Marie Barzac. On l'écoute. Il y a un texte qui a été voté au Sénat il y a quelques jours, mais pas encore à l'Assemblée, concernant l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Votre collègue de l'Intérieur était pour, votre collègue des Sports était contre, et vous ? Mais il faut interdire le voile dans les compétitions sportives. C'est une évidence. On ne peut pas accepter la moindre commandement avec le communautarisme. Et les terrains de sport sont des lieux neutres où l'on peut voir une compétition sans se demander quelle est la religion des personnes qui font cette compétition. De même que dans les prétoires, les avocats, profession libérale, ne portent pas de voile et les barreaux s'y opposent et les tribunaux donnent raison évidemment aux barreaux. Donc il faut mettre fin à ces petits accommodements. Voilà, alors j'ai interrogé un proche de Gérald Darmanin sur le sujet qui ne voit pas de sujet en fait. Le Premier ministre a rappelé que le port du voile n'était pas autorisé dans les compétitions sportives. Voilà, donc le sujet est clos. Vous pouvez aller voir ailleurs si j'y suis. Et puis d'ailleurs, finalement, Darmanin n'aurait jamais eu l'intention de démissionner. Il ne faisait que répondre à la question d'un journaliste sur la position en matière de religion dans le sport. C'est ce que m'a assuré cette source, avec un brin de mauvaise foi, il faut bien le dire. Alors évidemment, le Rassemblement national en a fait son miel, puisque Jordan Bardella a annoncé sur RMC le même jour donc que cette réunion, que l'interdiction du voile, pas seulement dans les compétitions sportives, mais aussi cette fois dans les rues, donc dans l'espace public, est un objectif à terme si le RN arrive au pouvoir. Moi, je pense que le port du voile devrait être interdit, notamment dans les bâtiments publics. Je pense que la loi de 2004, elle devrait s'étendre non seulement à l'université, mais aussi aux mairies, aux écoles, plus largement aux accompagnatrices scolaires. Ça avait été évoqué il y a quelques semaines. Je pense que c'est un objectif à terme, mais il faut commencer par étendre la loi de 2004 à l'ensemble de la sphère publique, c'est-à-dire les bâtiments publics, les accompagnatrices scolaires et évidemment les universités. Le Rassemblement national décroche le pouvoir en 2027, vous interdisez le port du voile dans tous les bâtiments publics en France et l'université. D'abord, quand vous interrogez les Français sur ce sujet, et dans la rue aussi, vous interrogez les Français sur ce sujet, il y a une majorité de Français qui est favorable à une extension de la loi de 2004. Alors évidemment, l'interdiction dans la rue, ça se fait pas du jour au lendemain. Il suffit d'aller discuter avec des policiers en Seine-Saint-Denis, par exemple, dans des territoires qui sont très communautarisés. L'application est compliquée. L'application est compliquée. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et à mon avis, et je pense que c'est là encore du bon sens et c'est raisonnable, consisterait par démarrer par une extension de la loi de 2004 aux bâtiments publics et à l'université. Et croyez-moi, on aura déjà des débats très vifs, et notamment avec la gauche et avec la France insoumise, qui est dans la roue de toutes les revendications politico-religieuses. Et même d'ailleurs, j'ai entendu, moi, et ça m'inquiète un petit peu plus d'ailleurs, quelqu'un que je considérais par rapport à M. Mélenchon plutôt dans le champ républicain comme Édouard Philippe, qui a des propos extrêmement ambigus sur le port du voile, notamment dans les compétitions sportives, et étant entendu qu'il est allé jusqu'à dire que interdire le port du voile serait en cela une atteinte à la laïcité, ce qui, me semble-t-il, est pour le coup l'inverse. Et ça ne m'étonne pas que Horizon rime dans ce cas d'espèce avec soumission.
Voilà, même topo ce vendredi matin, au moment où on enregistre cette émission, le Rassemblement national en remet une couche au cas où les propos de Bardella n'auraient pas été assez clairs. Sur le voile dans la rue, vous n'avez pas répondu. La France, c'est pas le voile. Voilà, la France, c'est l'égalité homme-femme. La France ne doit pas accepter c'est toujours pas la question. Et les habitudes de ceux qui viennent. C'est à eux de s'adapter. Est-ce que vous voulez à terme? Est-ce qu'il a parlé trop vite? À terme, le voile doit disparaître de l'espace public en tant qu'outil de revendication religieuse. On peut dire une fois encore que le gouvernement sert l'agenda de l'extrême droite avant 2027. Mais Niels, qu'est-ce que tout cela nous dit de notre classe politique, de l'état du débat public? Qu'est-ce que cette polémique-là nous dit de tout cela? Ça montre à quel point finalement un virage à l'extrême droite a été pris en 20 ans par nos responsables politiques. C'est ce qu'on me dit aussi en coulisses, c'est que c'est devenu en fait le voile est un moyen pour Retailleau et Darmanin, mais aussi évidemment pour leurs prédécesseurs, d'exister politiquement avant 2027, avant la prochaine présidentielle. On rappelle la semaine dernière que Retailleau a menacé de démissionner sur la question de l'Algérie, avec les rapports qui sont extrêmement tendus avec ce pays actuellement, et que désormais Darmanin a aussi menacé de démissionner, cette fois sur le voile. Et puis, un conseiller de l'exécutif que j'interrogeais me disait en soupirant que c'était pas du tout à la hauteur des enjeux actuels. C'est ce qu'on rappelait au début du sujet. Et puis, François Bayrou joue un rôle assez délétère. Comme disait Simone Veil à son sujet, Bayrou, c'est pire que tout, puisqu'en 2004, il y a 20 ans, voilà ce que le Premier ministre actuel déclarait à l'époque. Il était député et président de l'UDF. C'est évidemment l'ancêtre du MoDem. On a servi aux intégristes un magnifique cadeau. On a fait croire que le sujet du débat était religieux. On a accrédité auprès des musulmans de France l'idée qu'ils étaient rejetés. Et on a servi aussi un cadeau sur un plateau à une extrême droite qui ne rêve que de stigmatiser l'immigration pour faire flamber la fièvre électorale. La laïcité, c'est le vivre ensemble. On a ainsi nui à l'esprit de laïcité. Car la laïcité n'est pas l'ennemi de la conviction religieuse. La laïcité, c'est la prise en compte de tout l'homme et de tous les hommes. Voilà, et précision, François Bayrou avait alors choisi de s'abstenir sur la loi interdisant le port des signes religieux à l'école, et notamment le voile. On rappelle aussi que Aurore Berger, qui faisait partie de cette petite réunion mardi avec François Bayrou et les autres ministres, fait partie des ultras sur la question du voile en 2022, avec Marlène Schiappa qui était au gouvernement. C'était l'équipe de choc. Elle s'était affrontée avec la ministre des Sports de l'époque, c'était Roxana Maracineanu, et sa collègue chargée des questions d'égalité, Elisabeth Moreno, qui soutenait, elle, le droit des femmes à porter le voile sur le terrain des sports. Elle dénonçait notamment l'obsession des sénateurs de la droite sur le sujet. Regardez. J'invite d'ailleurs tous les sénateurs et sénatrices de votre camp intéressés par le sport à rester sur ces bancs, pour qu'on voit bien la différence entre obsession et réelle motivation pour le sport. Devant la représentation nationale et le public qui est ici présent et celui qui nous écoute, je veux rappeler que dans le sport, comme dans la sphère publique, le principe de laïcité s'applique à toutes et à tous. Voilà, Théo, c'était clairement une autre époque. C'était l'époque où les macronistes étaient encore, avaient encore un peu de dignité et surtout où ils n'étaient pas encore tous à droite. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des sensibilités un petit peu plus à gauche qui pouvaient s'exprimer. Au centre-gauche, on va dire. Voilà, au centre-gauche, évidemment. Je te rappelle qu'il y a quand même toujours des macronistes qui se revendiquent de l'aile gauche de la Macronie. Alors, avec des gros guillemets, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Ils sont à peine moins à droite que leurs autres collègues. Mais voilà, sur cette question du voile, en tout cas, il y avait quand même une vraie opposition au sein de la Macronie. Et cette opposition-là, elle est en échec, à l'image de Marie Barzac. Alors, le Parisien appelle ça un carton rouge, de même pour Elisabeth Borne. Et ce que me confie un conseiller du gouvernement pour la préparation de cette émission, c'est qu'elles n'ont pas, en fait, le poids politique suffisant pour remporter cet arbitrage, d'autant que François Bayrou n'est pas de leur côté. Alors, on est tous d'accord derrière cette proposition de loi. Maintenant, elle va suivre son chemin, mais c'était important de tous le dire les uns avec les autres et de s'en parler ouvertement, parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler tous ensemble autour de la table. Alors, j'aurais jamais imaginé le dire, mais finalement, ces derniers mois, depuis qu'elle a été renommée ministre, Elisabeth Borne, finalement, se distingue un peu plus par une sorte de courage. Oui, alors c'est en demi-teinte en fait, parce que c'est vrai qu'elle essaye de peser sur les arbitrages, ce qu'on appelle les arbitrages au sommet de l'État, c'est-à-dire les questions budgétaires, puisqu'elle est maintenant à l'Éducation nationale et que François Bayrou et Emmanuel Macron ont fait d'elle la numéro 2 du gouvernement. Donc en principe, quand même, elle est censée avoir un certain poids sur ces arbitrages. Mais on voit bien qu'elle est en fait, elle est assise entre deux chaises finalement. Le Monde a sorti cette semaine, je crois la veille ou l'avant-veille de notre émission, cette
polémique au sujet de l'interdiction, tu sais, des caricatures du dessinateur Jules, qui a revisité le conte de La Belle et la Bête. Elisabeth Borne a clairement plié face à des pressions au sein du gouvernement et à l'extrême droite en refusant de faire publier une bande dessinée qui montrait notamment des personnages de couleur. Donc on voit bien en fait qu'elle essaye au sein du gouvernement d'avoir un peu cette position au centre, mais qu'elle est littéralement submergée par les idées d'extrême droite qui infusent à tous les étages. Alors, passons, Nils, à notre dernier sujet, l'humiliation de Bruno Retailleau à l'Assemblée nationale la nuit dernière. On va pas bouder notre plaisir. On peut dire que le ministre de l'Intérieur s'est pris une droite hier à l'Assemblée. Voilà, petit jeu de mots. Il est un peu plus de 22h lorsque la présidente de séance, c'est Naïma Mouchou, qui fait partie du groupe Horizon, le parti d'Édouard Philippe, propose la mise au vote d'un article qui vise à intercepter des correspondances sur les messageries chiffrées. On parle, tu sais, des applications que les journalistes notamment utilisent. On parle de Telegram, de Signal, etc. Et là, c'est le drame, le système tombe en panne. Regardez. Je n'ai pas les bons résultats. Attendez, on va réessayer. Est-ce qu'on peut remettre à zéro ? 3 tentatives. Puis, un constat s'impose à l'Assemblée. Votant 0, exprimé 0, majorité 1 pour 0 contre 0. Impossible de voter. Voilà, donc c'est une panne qui aurait touché les 2 machines utilisées pour voter à cause d'une pièce qui a chauffé. Encore un coup des hackers russes. Oui, alors c'est ce que se sont demandé d'ailleurs certains députés. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas victimes d'un dysfonctionnement lié à la sécurité informatique en tant que telle. C'est une petite pièce du système qui a chauffé. Sous la tension, elle a chauffé. Parce que c'est quand même assez inédit à l'Assemblée nationale. Il faut remonter à plusieurs années pour avoir le souvenir d'un tel incident. Et ceci dit, d'après la présidence de l'Assemblée nationale ce matin, il ne s'agissait pas d'une panne du système informatique, c'est vraiment une panne mécanique. Et donc, malgré toutes les tentatives qui ont été faites ce soir-là ou cette nuit-là, rien à faire, suspension de séance. Les députés ont dû se mettre d'accord pour organiser un vote de manière différente que le scrutin électronique et ils ont quand même eu besoin de 40 minutes pour décider d'appeler un à un chaque député pour voter. On rappelle quand même qu'il était tard dans la nuit, que tout le monde avait envie de rentrer se coucher, c'est normal. Alors finalement, les élus du Rassemblement national ont voté contre cet amendement. Par contre, les troupes d'Éric Ciotti qui sont alliées au RN sans vraiment en faire partie ont soutenu l'amendement porté par Bruno Retailleau. Au sein du socle commun qui a jamais aussi mal porté son nom, les macronistes et le MoDem ont été totalement divisés, alors que les députés LR, évidemment, ont appuyé Bruno Retailleau. Et finalement, c'est une défaite cinglante puisque l'amendement a été rejeté par 119 voix contre 24. On peut donc dire que notre ministre de l'Intérieur a été désavoué. Alors, ce désaveu, c'était une surprise pour les analystes ou ça sentait déjà un peu le roussi ? Ouais, l'amendement, il sentait déjà le sapin, parce qu'il était passé devant la commission des lois où il avait été rejeté. On le savait que c'était risqué, m'a confié un député macroniste ce matin avant l'enregistrement de l'émission. Lui, d'ailleurs, a voté contre parce que il trouve que c'est une disposition qui est beaucoup trop sensible et trop attentatoire aux libertés. Et puis peut-être que lui aussi utilise Telegram ou Signal, Théo, et qu'il n'a pas forcément envie que la police ou la justice puisse mettre comme ça, ou le pouvoir politique d'ailleurs, puisse mettre la main sur ces communications. Et puis, c'est vrai que plusieurs élus et associations, je pense notamment à la Quadrature du Net, ont alerté sur cette proposition de loi, sur cet article de loi qui visait à créer une obligation pour les fournisseurs de services de messagerie chiffrée de donner à la police et au renseignement un accès au contenu des communications. Donc, quand on parle des renseignements, les services de renseignement de l'État, évidemment, ils sont dépendants du pouvoir politique. Donc, on peut imaginer effectivement les dérives si un pouvoir encore plus autoritaire venait à être élu en 2027. Et même avec ce pouvoir, avec tout pouvoir, on est toujours tenté d'abuser du pouvoir. Oui. Et donc, en plus, alors l'autre problème pour ces
les services de messagerie, c'est que ça les obligerait à modifier leur code de chiffrement, ce qui peut créer des problèmes de sécurité, de vulnérabilité qui pourraient être exploités par d'autres acteurs, pas forcément d'ailleurs par les services de renseignement ou par les services de police. On peut penser effectivement à des tentatives de fraude, des tentatives de déstabilisation politique, économique, industrielle, etc. Et donc évidemment, les associations, notamment de défense des libertés, se sont mobilisées, les élus aussi se sont mobilisés sur le sujet. C'est la preuve aussi que ces sujets commencent à être, ces sujets sur le chiffrement, sur ce que les anciens députés appelaient l'Internet, commencent à être de mieux en mieux maîtrisés par nos élus. Puis on rappelle aussi que ces outils de chiffrement, ils ont été pensés pour se protéger des surveillances illégitimes, et ils sont nécessaires pour garantir le secret des correspondances. C'est ce que rappelait notamment la Quadrature du Net, c'est ce point sur lequel elle alertait, cette association. Et donc évidemment, l'État, tu le rappelais juste avant, l'État s'est toujours opposé en fait au développement et à la généralisation du chiffrement, tout simplement parce que ça le bride dans la surveillance des citoyens. En tout cas, pour le moment, l'amendement a été rejeté. A priori, il ne va pas repasser parce que voilà, le désaveu est trop cinglant. Et puis évidemment, on va suivre la suite des débats sur cette loi narcotrafic, puisqu'en fait cet amendement fait partie d'une plus grande loi qui est en discussion actuellement à l'Assemblée après le passage au Sénat, effectivement, qui vise à lutter contre le narcotrafic qui a pris de l'ampleur en France. Merci Nils. Merci à tous. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube et via l'adresse contact@lemediatv.fr. Si vous nous regardez à la télé, partagez cette vidéo. Mettez des petits pouces en haut. Regardez-nous sur YouTube, mais aussi sur le canal 165 de la Freebox et sur Molotov. Et si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas. Devenez sociétaire, abonnez aux donateurs du média en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.